Bonjour à toutes et tous, salut Yann, salut Ishtar, salut Scarou, salut Julot, salut les têtes bien connues, salut la Gogoune, bienvenue à tous. Ce soir on va parler de Starship, la plus grande fusée du monde qui devrait décoller demain. On va parler de SpaceX mais aussi d'Elon Musk. On va parler d'espace, d'étoiles, d'infini, peut-être même un peu de l'au-delà. Ce sera dans une minute. Pour l'instant il est 18h à Paris, il est 19h à Beyrouth. Il est déjà demain à Tokyo, il est 16h en temps universel, il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes et tous, salut Thomus, salut Volca, salut Babylone, salut Capitaine Manette qui vient nous rejoindre, bonsoir. Le premier essai s'était soldé par un feu d'artifice, par un coup de fusée dans l'eau. Alors comment se soldera le second? À l'heure où on pourrait se laisser tenter à jouer les Cassandres, ceux qui annoncent les mauvaises nouvelles, et à l'heure aussi où il ne serait pas de bonne loi de jouer les Madame Irma, ce sont celles qui voient dans l'avenir, on peut s'en tenir aux faits. On peut s'en tenir aux faits et on peut aussi les saupoudrer d'un peu de rêve, d'un peu de doute et certainement d'un peu de science. C'est ce que je vous propose ce soir, du rêve, de la science et du doute. Parce après un premier essai malheureux en avril, SpaceX, l'entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk, va retenter le lancement d'une méga fusée. Son nom c'est Starship, présenté comme la plus grande et la plus puissante fusée du monde. Les autorités américaines ont donné hier leur feu vert à SpaceX pour une fenêtre de tir de 2 heures. Ce sera à partir de 7 heures heure locale. Le décompte a commencé et les yeux sont tournés vers la rampe de lancement. Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une grosse opération de com? Est-ce que ce deuxième essai finira comme le premier dans les flammes? Est-ce que SpaceX a tiré les leçons du premier raté? Et puis aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière les projets d'Elon Musk? Pourquoi on cherche à tout prix à déranger les étoiles qui certainement n'en demandaient pas tant? Plein de questions, avec bien sûr probablement plein de réponses, plein de questions auxquelles on va tenter de répondre. Avec vous dans le chat, posez vos questions, hein. Je vais passer la parole à tout le monde. Avec vous, mais aussi et surtout Isabelle Sourbès-Verger. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste des questions de géopolitique et des politiques spatiales. Il me semble que vous avez récemment commis un ouvrage. Géopolitique du monde spatial, qui se veut assez pédagogique, on va dire, chez Erol. Et que dont les modos peuvent mettre le lien dans le chat. À vos côtés, Emmanuel Botta, vous êtes co-auteur d'Elon Musk, l'enquête inédite, paru chez Lafon. Vous êtes par ailleurs rédacteur en chef du magazine Capital. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et à votre gauche, et donc en face de moi, Philippe Hénaré-Josse, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Vous êtes déjà venu ici, vous étiez venu nous parler d'Artémis, il me semble. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Avant qu'on commence, ça s'adresse à vous dans le chat, c'est pour bien savoir, pour voir si vous savez un peu de quoi on parle. On vous a préparé un petit quiz. Il y a 5 questions, vous avez 15 secondes pour répondre. On va commencer par une première question. Je ne sais pas si vous êtes prêts dans le chat. Allez-y, bougez-vous un petit peu que je sache. On va dire que vous êtes prêts. Cyril, tu peux jouer la première question? Donc, c'est de quel endroit décollera Starship? Du Cap Canaveral, de Kourou ou de Boca Chica au Texas? On ne peut pas jouer, nous. On n'a pas le droit de jouer. Ah, c'est bon. Vous savez, c'est vous qui donnerez la réponse. Dans le chat, on y est. Il reste 0 secondes. Il y a Capitaine Manette qui dit dans la Terre, de Boca, nous dit Tip Top, de Boca Chica. Ah bon, vous avez presque tous la bonne réponse. La bonne réponse était effectivement Boca Chica. C'est où Boca Chica? Au Texas. Au Texas. Deuxième question, on y va? Vous êtes nuls dans le chat. Souvenez-vous, la première fusée Starship a connu des ennuis. Il s'était passé quoi? Un incendie a provoqué son explosion sur la rampe de décollage. La fusée s'est approchée trop près du Soleil. Elle a été volontairement détruite en plein vol. Un incendie, trop près du Soleil, détruite en plein vol. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. La réponse 3 nous dirait donc. Un incendie, nous dit Brion. Détruite en plein vol, vous dites tous la troisième. Et effectivement, c'était la troisième réponse. Elle a été volontairement détruite en plein vol. Volontairement, un peu obligé quand même. Hein. Oui, pas tout à fait en plein vol, mais... c'est le moment d'expliquer. Un petit peu, au bout de 4 oui. minutes, quand même. En train de retomber. Oui. Voilà. Et les 2 étages ne sont pas séparés comme Voilà. ils auraient dû. Elle ne volait plus vraiment, en fait. Voilà, la fusée s'est mise à tourner sur elle-même et dans ces cas-là, on l'a détruite avant qu'elle fasse encore plus de D'ailleurs, dégâts. ils ont un peu tardé à la détruire, j'ai trouvé. Oui. Mais elle a fait quand même beaucoup de dégâts en redescendant. Oui. On va en parler après. Troisième question. Quelle est la hauteur totale de cette méga fusée? Alors, réponse 1, 120 mètres, soit 12 autocars empilés de 10 mètres chacun. Réponse 2, 70 mètres, soit presque le sommet des tours de Notre-Dame de Paris sans la flèche. 50 mètres, soit la longueur d'une piscine olympique. Ishtar dit oula. 120 mètres, 70 mètres, 50 mètres. Réponse 1 nous dit Rodon. Il vous reste 2 secondes. Ouais, c'est effectivement la réponse 1. Starship fait 120 mètres, soit 12 autocars empilés de 10 mètres chacun. Quatrième question. Starship est composé de 2 étages. L'étage de propulsion, le Super Heavy, compte combien de moteurs? Il compte 33 moteurs Raptor, il compte 10 moteurs bicylindres en V,
il compte 4 turboréacteurs Elon. Réponse 1, 33 moteurs Raptor. Réponse 2, 10 moteurs bicylindres en V. Réponse 3, 4 turboréacteurs Elon. Vous dites plus ou moins tous la réponse 1 ou la réponse 33. Il n'y a pas de réponse 33. Si 33 moteurs Raptor, la réponse effectivement c'est 33 moteurs Raptor. Et enfin une dernière question, bon en fait vous connaissez tous bien le sujet. Quel est le point faible de la fusée ? Quoi qu'encore ce soit discutable. Réponse 1, ses réservoirs. Réponse 2, son poids. Réponse 3, ses moteurs. Le point faible de la fusée, ses réservoirs. Réponse 1, son poids ou ses moteurs. Ona nous dit la réponse 2, son poids. Brio, la réponse 2, son poids. Volca, la réponse 1, ses réservoirs. Tout le monde dit le poids. Alors pour moi, la réponse était ses moteurs, mais est-ce que c'est peut-être pas la bonne réponse ? Je vais laisser parler le technicien. Mais... Sur le premier vol, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de défaillances moteur. Maintenant, comme la fusée n'a pas fait un vol complet, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas une défaillance au niveau des réservoirs et si le poids n'est pas un problème. Non, en principe, le poids, non, je pense pas. Je dirais la démesure, son problème. La démesure, on va en reparler dans un instant. Pour bien peut-être remettre en perspective l'importance du lancement de demain, donc on va rappeler, le premier essai en avril s'était terminé en feu d'artifice. Cyril Aladine, vous pouvez peut-être jouer le lancement un petit peu raté du mois d'avril. On ne va pas tout vous mettre. On a un peu triché, on va couper dans les 4 minutes. Alors. Ça, c'est la partie réussie. Et encore, elle met du temps à s'élever parce qu'il y a déjà 3 moteurs qui ne marchent pas. Oui, on les voit d'ailleurs quand il est plein en dessous. Vehicle, tower clear, we're into Quicksilver. Propulsion reports first stage engines nominal. What a sight when the ground cameras at Starbase. Bon, c'était un peu raté. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce raté ? Quelqu'un veut faire une petite rétrospective technico-technique peut-être ou... Il y a eu des défaillances des moteurs dès le décollage. Cette fusée, pour décoller, elle a 33 moteurs. Elle peut décoller avec 3 moteurs qui ne marchent pas. Et c'est déjà, on était déjà à cette limite au moment du décollage. 3 moteurs ont été volontairement arrêtés parce qu'ils avaient des mauvaises fonctions. Et puis on a vu rapidement, au bout de quelques secondes, donc on voit déjà que la fusée a du mal à décoller. C'est-à-dire, évidemment, c'est pas une fusée comme la SLS qui décolle avec des boosters à poudre qui va très vite. C'est un peu comme la Saturn V, ça décolle un peu lentement. Mais là, ça décollait pas, en fait, à cause de ces moteurs qui manquaient. Et la fusée a commencé à démarrer. Elle volait un petit peu en crabe parce que c'était pas symétrique, les moteurs qui ne marchaient pas. Et pendant l'ascension, après quelques secondes, on a commencé à avoir des flamèches dans le panache. C'était d'autres moteurs qui avaient d'autres défaillances. Je ne sais plus à combien de moteurs manquants ça s'est terminé. C'était 4 ou 5. On les voyait de derrière, d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'il faudra guetter pour le prochain lancement. Mais cette fusée n'avait pas la vitesse requise. Et au bout d'un moment, elle n'avait pas la trajectoire. Elle volait de travers, si vous voulez. Et arrivé à épuisement des carburants, la séparation avec le Starship ne s'est pas produite. Et l'ensemble a virevolté, mais vraiment, ça faisait des toupies. Hein. C'était cul par-dessus tête et redescendait. Alors, ça a atteint une altitude de 39 km et ça retombait comme ça, de manière non contrôlée. Et à ce moment-là, quand une fusée sort de sa trajectoire, surtout une fusée aussi importante que celle-là, on l'autodétruit à distance. On a une télécommande avec des charges à l'intérieur pour l'autodétruire. C'est ce qui s'est passé, mais personnellement, j'ai trouvé que ça venait un peu tard, parce que la trajectoire était déjà erratique bien avant ça. Emmanuel, Isabelle ?
Oui, non, je regardais la réaction d'Elon Musk, alors effectivement, qui n'était pas souriant, mais qui n'était pas non plus... Il n'était pas dépité. Oui, voilà, qui n'était pas non plus effondré, qui juste après, effectivement, on en parlait un peu avant l'émission, comme d'habitude, est passé par son réseau préféré, Twitter, enfin X maintenant, pour dire waouh, super, bravo les gars, on a quand même bien avancé. Alors évidemment, il y a une partie de marketing de lui-même, de dire tout va bien, même quand tout va mal, mais c'est aussi Elon Musk, c'est-à-dire en fait... pour tester les choses, il faut aller au bout du bout et prendre les risques maximum, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, le risque maximum, parfois, c'est l'explosion d'une fusée qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est vrai que c'est sa méthode. Sa méthode consiste à casser les fusées. Il l'a fait pour la Falcon 9, qui marche très bien, mais qui est quand même d'un calibre nettement inférieur. Là, pour une fusée aussi grosse, en fait, il lance, il sait qu'ils ne sont pas prêts, ils ne s'attendaient pas... pratiquement à atteindre l'orbite. Il savait qu'il y aurait des problèmes, mais sa stratégie technique consiste à voir les problèmes qui arrivent, à récupérer les données, à analyser et à améliorer le coup d'après. Contrairement par exemple à la NASA ou à l'Agence spatiale européenne qui, quand elle lance une nouvelle fusée, il y a des ingénieurs qui ont réfléchi longtemps, c'est pour ça qu'il y a du délai, que ça va moins vite. Mais en principe, le premier vol se passe plutôt pas mal. Par exemple, le Space Launch System, il y a 1 an, jour pour jour, a fait un vol remarquable. Alors, on peut le critiquer, il a coûté très cher, il a été très en retard, mais ça a très bien fonctionné. Ce sont deux attitudes différentes, mais qui ont leur succès. Oui, et là, effectivement, je pense qu'il a aussi attendu avant de la détruire, mais c'est vrai qu'il va loin quand même dans les prises de risque. Parce que là aussi, c'est pareil, les sauvegardes en Europe ou aux États-Unis, ils n'auraient pas attendu sans doute comme ça. Et il attend parce qu'il capte le maximum de données. Et c'est vraiment ce qu'ils expliquent dès le début. D'ailleurs, c'est intéressant de voir le tout début du reportage où ils disent bien que le but, c'est vraiment d'apprendre. Et effectivement, plus il attend, plus ça tourne, plus ça brille, etc. Plus aussi, il prolonge le spectacle. Et c'est quand même là aussi étonnant d'entendre les deux présentateurs qui sont là en disant mais waouh, mais c'est incroyable et tout. Et le truc qui brille, on voit bien que c'est fini et que c'est un échec, mais c'est pas un problème. Et ça, c'est effectivement, alors là pour le coup on en reparlera peut-être. Bon, Elon Musk s'était dit inspiré par l'astronautique soviétique, où là aussi on cassait pas mal de fusées. C'est ce que dit Tip Top dans le chat, c'est la méthode soviétique. C'est ça, exactement. Tout dans le show, dit Ishtar. Enfin, les soviétiques dans le show, ils ne montraient pas en direct. Non, mais en revanche, de casser de la fusée, oui, parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus. Ce qui est plus étonnant, c'est que quand même maintenant, il y a beaucoup de méthodes de simulation numérique et on pourrait attendre de quelqu'un comme Elon Musk qui fasse plus de simulation et moins d'essais en réel. Mais bon, après, voilà, c'est des choix et ils lui appartiennent. Il y a Scarou qui dit les données expérimentales ont tout de même bien plus de valeur que les résultats obtenus par simulation, modélisation. Alors certes, mais à quel prix ? Il faut sans doute trouver le bon équilibre entre les deux. Entre partir de rien, lancer, voir ce que ça fait... je ne pense pas qu'ils en soient là quand même. Ils ont quand même testé les moteurs plusieurs fois, l'aérodynamique. Il y a quand même de l'ingénierie derrière. Mais ouais, il faut sans doute, surtout, moi je pense que les problèmes grossissent de manière exponentielle quand vous augmentez la masse. Là, on a quand même une fusée qui est censée faire 5000 tonnes au décollage, c'est du jamais vu, 120 mètres de haut, 9 mètres de diamètre. C'est pas un jouet. Et donc en matière de sécurité, je pense qu'un peu plus de précaution ne nuirait à personne. C'est ce qu'on disait avant de commencer le stream, il y avait eu des dégâts pas possibles au sol, je crois. Oui, il a bien ravagé son pas de tir. D'ailleurs, là c'est pareil, il avait choisi de ne pas répandre de l'eau sur le pas de tir, etc. Ce que tous les autres font. Il a essayé, il a vu, maintenant il en met. On va voir le prochain, tir. Il aurait pu s'inspirer des autres parce que s'ils le font, c'est parce que... il a pensé qu'il pouvait échapper à ça. C'est assez étonnant. Ouais, ce qui est fou là pour le coup, moi j'ai eu la chance effectivement pour le livre de passer une semaine à Boca Chica, donc d'aller voir vraiment le pas de tir. Alors déjà le pas de tir, ça ressemble à quoi, il est c'est au milieu de nulle part. Vous faites 20 mètres, vous êtes sur la plage où il y a des gens qui viennent se baigner. Alors c'est une plage extrêmement fréquentée. Alors évidemment quand il y a des tirs c'est fermé, mais il y a quelques centaines de mètres, il y a le village ce qui était avant un village Boca Chica qui est habité aujourd'hui à 90% par des gens qui travaillent pour la Starbase. Donc la Starbase, c'est là où SpaceX construit ses fusées et à côté du pas de tir. Mais il y a aussi des gens, des retraités. Nous, on a rencontré des retraités du Michigan qui sont là. Alors dans ces cas-là, en général, on leur dit, vous savez, c'est peut-être mieux que vous preniez une chambre d'hôtel, on va vous la payer parce qu'en général, les vitres explosent. Mais quand la fusée
explose comme ça en vol, il y a quand même un vrai risque pour les gens qui habitent, sans parler de la faune et de la flore, parce qu'il faut savoir que tout ça, tout autour, c'est une lagune, avec une partie est une réserve naturelle sauvage, avec des espèces assez rares, et à chaque fois qu'il y a des explosions, il y a des ONG qui viennent sur place. Alors effectivement, ils disent, SpaceX disent, mais on nettoie tout à chaque fois, pas de problème. Enfin, c'est quand même sur des dunes, donc il faut envoyer des voitures pour nettoyer, retrouver les morceaux. Enfin, en Europe, on aurait du mal à imaginer qu'en plein cœur d'une réserve sauvage, on fasse exploser des fusées. Et c'est ce qui se passe. Bon, c'est les États-Unis, c'est un autre monde. Isabelle ? Sur la Starbase ? Ah non, pardon, je pensais que vous vouliez ajouter quelque chose. Il y a des ONG qui ont tenté d'annuler, de mettre un frein aux velléités d'Elon Musk. Bon, ça ne marche pas vraiment, il s'en fiche un peu en fait. Elon Musk, il n'a pas de chance d'une manière générale avec les écologistes, parce que si on regarde, il provoque un peu, puis surtout, c'est pas, ça fait pas partie de son paysage mental, visiblement, parce que sur sa constellation Starlink, il y a des problèmes, puisque effectivement, on voit beaucoup ces satellites au moment du lancement. Alors, il les a un peu plus peint en noir, mais enfin quand même. Ces satellites, ils émettent, ça gêne aussi les radioastronomes. Il y a même eu, alors je ne sais pas si ça est allé jusqu'au procès, mais en tout cas, il y a même eu une association qui l'a accusé de détruire le ciel immuable et éternel, puisque d'un seul coup, effectivement, on voyait en temps régulier, etc. Et au départ, Elon Musk, il a quand même toujours la tendance de répondre d'un revers de main en disant que on n'arrête pas le progrès. Puis après, effectivement, il se rend bien compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais les tortues à Boca Chica, ça ne le préoccupe pas beaucoup. Or, il y a une espèce protégée de tortues. Tortues notamment. Il y a Redon qui dit c'est comme si en France on avait tiré depuis la Camargue. C'est vrai que un peu. C'est un peu ça. Et il y a Marité qui dit Elon Musk a forcé la main aux autorités américaines. C'est vrai ça ? Il a surtout bénéficié du fait que le Texas s'est dit que c'était l'occasion pour lui de récupérer de l'argent, de dynamiser une région, de devenir célèbre. Et effectivement, le Texas n'est pas réputé pour être un grand État écologique. Ouais. Et puis il y a surtout une dépendance, une codépendance entre SpaceX et les États-Unis. Enfin, jusqu'à ce que SpaceX arrive pour amener les astronautes sur l'ISS, il fallait passer par les fusées Soyouz russes. Donc c'est quand même une petite humiliation suprême pour les Américains. C'est par ailleurs SpaceX qui envoie les satellites militaires des États-Unis. Donc il y a aussi une forme de codépendance, en plus effectivement de l'aspect économique et du Texas qui se rêve en nouveau Cap Canaveral, ce qui d'ailleurs serait bien possible parce qu'on imagine bien que en tout cas c'est l'objectif, c'est de faire une sorte d'écosystème spatial autour de la Starbase qui est à Boca Chica. On parle de la complexité de construire ce type de fusée. J'ai lu par ailleurs que imaginer un pas de tir comme ça, c'était presque aussi compliqué que d'imaginer la fusée. Pourquoi c'est compliqué d'envisager un pas de tir pour ce type de fusée ? Si on veut faire un pas de tir correct, il faut canaliser les gaz d'échappement. Je rappelle d'ailleurs que lors du premier lancement, ces fameux gaz d'échappement qui étaient partis un peu n'importe comment, qui avaient fait un gros nuage de poussière, avaient quand même envahi une ville voisine, Brunswick, c'est ça, exactement, qui est quand même à des kilomètres de là, et pendant des heures. Donc, faut calculer ce genre de choses. Faut calculer les effets acoustiques. Quand vous lancez une fusée aussi puissante, ça fait un bruit énorme. Si vous êtes à côté, vous êtes détruit par le son. Et d'ailleurs, le pas de tir a été détruit par le son. Donc, c'est pour ça qu'à Cap Canaveral ou à Kourou ou partout ailleurs, vous avez des déluges d'eau. Vous avez une douche qui s'allume peu avant les moteurs pour étouffer ce son. C'est pas pour la chaleur, c'est pour le son. C'est pas pour la chaleur, c'est pour le son, pour étouffer le son. Et d'ailleurs, on le voit quand il y a un lancement. On entend au moment du décollage un grondement lointain qui ressemble à celui d'un orage un peu étouffé. Mais dès que la fusée s'élève, là, on entend le crépitement énorme qui vous fait vibrer jusqu'à des kilomètres de là. Donc voilà, donc il faut prendre en compte tout ça. Il faut prendre en compte comment on sauvegarde les installations autour, qu'il n'y ait pas de projection. On a bien vu lors du premier lancement qu'il y avait des morceaux de béton, des parpaings qui étaient partis un peu partout, qui avaient même détruit ces réservoirs qui servent à remplir la fusée. Donc, tout était un peu l'un sur l'autre. Il faut prendre des distances, il faut prendre de la surface. Et juste un petit mot sur la réserve naturelle. À Cap Canaveral aussi, il y a une réserve naturelle tout autour. C'est organisé par la NASA, mais justement, les pas de tir sont
fait en conséquence pour limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Emmanuel, vous étiez allé sur le site, vous avez, je sais pas, constaté une ambiance de légèreté par rapport à ce type de problème. Nous, ça nous semble effarant. Sur le site, ça ne l'était pas. Non, parce qu'effectivement, on a eu... Je profite de vous en tant que témoin. Hein. Oui, on a été accompagné par une ONG, enfin le représentant d'une ONG, donc qui effectivement nous montrait les dunes, les différents habitats de la faune et de la flore, et on voit bien qu'effectivement tout est construit même à côté de la Starbase. Donc ils ont installé tout un tas de caravanes pour accueillir les travailleurs. Enfin, ils gagnent du terrain au fur et à mesure, ils bétonnent à des endroits d'ailleurs où ils ne devraient pas le faire. On sent bien que c'est pas le sujet, quoi. Enfin, non, le sujet, encore une fois, c'est la fin justifie les moyens, quoi. Il faut, si on veut aller sur la Lune puis sur Mars, il se trouve que là, c'est un endroit, pour ça, je connaissais ça mieux que moi, mais que c'est un endroit qui est quand même vraiment pas mal pour atteindre l'espace. Point, quoi. Le reste, c'est un peu les dommages collatéraux. C'est pas, je sais pas s'ils sont, enfin pour dire ça vulgairement, s'ils s'en foutent complètement, ou plus s'ils se disent c'est des dommages collatéraux. Voilà. Et je vais donner. C'est le moins pire pour le progrès. Voilà, et il donne un peu d'argent à chaque fois pour nettoyer les plages. Il va donner une petite enveloppe de subvention effectivement aux habitants de Brownsville. Bon, alors pour le coup, c'est minuscule. Moi, j'y suis allé à Brownsville. C'est une des villes les plus pauvres des États-Unis. Alors en dehors des images qu'on voit systématiquement, c'est-à-dire des peintures à la gloire d'Elon Musk ou de SpaceX, ça reste excessivement pauvre et les gens voient pas beaucoup la couleur de l'argent de SpaceX aujourd'hui, quoi. Il y a, à ce stade de notre stream, peut-être que la question est intéressante. Il y a Joe qui dit, mais c'est quoi l'intérêt en fait d'une si grosse fusée? Ouf. Multiple. Alors, enfin, je sais pas. Musk qui voit un intérêt, c'est le Starship, qui est un vaisseau qui est gros, en fait. Avec ce vaisseau, il l'a présenté, je crois que c'était en 2016, au Mexique, à un congrès d'astronautique. Il ne s'appelait pas encore Starship, mais il a présenté ce vaisseau comme... si vous voulez, l'avion de ligne interplanétaire qui allait lui permettre d'envoyer par centaines des colons aller s'installer sur Mars et au-delà. Donc il fallait un gros vaisseau, un Titanic du ciel, si vous voulez. Donc quand on est dans la démesure, après le vaisseau c'est bien joli, il fait 50 mètres de long, 9 mètres de diamètre. Il faut l'envoyer dans l'espace. Et pour ça, il faut de la puissance. Donc ça sous-entend un booster, une fusée, qui est la puissance nécessaire pour au moins l'envoyer à une certaine vitesse, à une certaine altitude, pour que lui, ensuite, par ses propres moteurs, puisse continuer jusqu'à l'orbite. Et puis c'est pas tout, parce qu'en fait, ce vaisseau, une fois qu'il sera en orbite, il nécessiterait de refaire le plein en orbite, pour pouvoir se propulser éventuellement vers la Lune ou vers d'autres destinations. C'est pour ça qu'il ne fait pas un tour complet. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que... Je vous pose la question. Je pense qu'ils font juste une quasi-orbite. Le fait d'arriver en orbite et puis de tester la rentrée atmosphérique, parce qu'ils ne vont pas faire une mission de 15 jours. D'ailleurs, on verra bien si elle dure le temps attendu, puisque c'est à peu près 1h30. Voilà. Je dirais que le plus intéressant, c'est justement ça. C'est-à-dire que là, il n'est pas en train de faire un lanceur tout seul. Il est en train de faire un lanceur qui va servir... Alors, à embarquer, parce que pas de la question, c'est ça, le lanceur, il sert juste à arracher, comme vous le dites, cet énorme vaisseau qui est à l'intérieur, et après, le vaisseau, lui, il va pouvoir faire plein de choses différentes en fonction des configurations différentes qu'on va lui donner. Donc, théoriquement, il devrait permettre de se poser depuis la station qui sera autour de la Lune pour aller se poser sur la Lune. Il devrait permettre de mettre en orbite des masses, c'est 100 tonnes, ou je ne sais plus combien, mais c'est des trucs énormes. Enfin, on n'a jamais fait ça d'un seul coup. Des centaines de satellites d'un coup. Des centaines de satellites d'un coup, d'aller vers Mars, de servir de refueling, c'est-à-dire en gros d'être un énorme réservoir qui permet une station-service dans l'espace, etc. Donc ça, c'est peut-être quand même la chose la plus intéressante, parce que faire une énorme fusée qui est plus grosse que Saturne V, ok, mais là, c'est pas juste pour aller vers la Lune, c'est vraiment avec l'idée qu'il est en train de créer ce qu'ils appellent un écosystème spatial. Alors jusqu'où il va y arriver, ça c'est difficile à dire, mais en tout cas, le projet en lui-même, y compris l'aspect quand même un peu démesuré, de par ses différentes configurations, est extrêmement intéressant et marque une rupture sur une approche classique du spatial. Et en plus, il veut ce vaisseau et cette fusée se veulent entièrement réutilisables. C'est-à-dire que le lanceur revient se poser,
Cette fois, ce ne sera pas le cas, c'est pas encore prévu, mais il revient se poser pour être réutilisé. Et le vaisseau, une fois qu'il a fait sa mission et qu'il revient sur Terre, il se repose tranquillement et il est prêt pour une autre mission. Donc vous avez là l'ambition d'un vaisseau entièrement réutilisable. Ce qui est une première, parce que jusqu'ici, il y avait uniquement le lanceur qui était Exactement, il n'y avait que des parties qui étaient réutilisées. Pas le premier étage. Derrière cette débauche de moyens, il y a autre chose que du tourisme spatial en réalité. C'est la colonisation de Mars. Enfin, il s'en cache pas. Il le dit systématiquement. Moi, mon grand objectif, l'objectif de ma vie, c'est d'aller sur Mars, de la coloniser, parce que il est persuadé, mais vraiment intimement persuadé pour le coup, je pense que c'est pas juste du marketing de lui-même ou pour faire rêver ses troupes et les faire avancer, c'est que la planète Terre est à court ou moyen terme condamnée. Donc il faut un plan B. Et le plan B, c'est de faire de l'espèce humaine, alors effectivement on peut être d'accord ou pas d'accord, une espèce multiplanétaire en commençant par Mars. Non, moi je pouffe pas, c'est Philippe qui pouffe. Moi je suis juste stupéfaite. Je suis stupéfaite par la logique qui est derrière, qui est de dire la planète B, où il y a de l'air, où il y a de l'eau, où il y a des ressources, où il y a des hommes qui sont adaptés pour vivre cette planète, elle est morte, et on va aller sur une planète qui est totalement inhospitalière. Donc là, vous vous dites, je pense pas comme lui, clairement, mais je suis pas Elon Musk et visiblement, je reconnais son originalité, autre, mais là, en termes de cohérence, c'est quand même très surprenant. C'est vrai que si on analyse la cohérence de ce projet, qui est effectivement celui que Elon Musk a chevillé au corps, on ne peut lui trouver que des défauts. Là où il est très fort, Elon Musk, c'est qu'il raconte une histoire. Elle est un peu brinque-ballante pour nous, mais il raconte une histoire. Il la raconte avec, je sais pas, avec passion. Je sais pas comment il fait, parce que c'est pas un orateur en plus sur scène. C'est pas un leader charismatique. Mais malgré tout, il raconte une histoire, ce que peut-être la NASA ne fait pas. La NASA l'a fait en 61 quand Kennedy a dit on va aller sur la Lune. Là, il raconte une histoire. La NASA depuis des années ne fait plus ça. Et peut-être que l'Homo sapiens, c'est elle qui a envie qu'on lui raconte des histoires. Et il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à les croire, même si elles sont un peu bancales. Je sais pas, hier, je faisais cours au lycée de Barbezieux. Et j'avais des élèves et c'était intéressant parce qu'il y avait, je dirais, un tiers des élèves de première et terminale qui disaient que oui, ils aimeraient bien aller dans l'espace, etc., etc. Mais à la fin, ils venaient aussi pour dire mais pourquoi on voudrait nous vendre d'aller sur Mars et malgré tout, on ferait peut-être mieux de protéger la planète, etc. Et spontanément. Et cette ambivalence, elle était très intéressante parce que effectivement, pour beaucoup d'entre eux, se dire que voir la Terre de l'extérieur, etc., ça serait vraiment chouette. Et je peux tout à fait le comprendre. Mais en même temps, de se dire qu'il faut dépenser de l'argent pour aller vers Mars alors qu'on abîme la planète, ça leur paraissait très choquant. Et je pense qu'il y a cette jeune génération, parce que là, ils ont 17 ans, ils ont 18 ans, elle est peut-être, par rapport à des gens un peu plus vieux, elle est peut-être plus sensible à ces arguments de préservons la planète Terre. Et en même temps, il a quand même une fanbase, comme on dit, et gigantesque. Je sais pas, il a dû dépasser les 200 millions de followers, je pense, sur Twitter. Quand il est venu à Paris, il y avait une foule déchaînée. Moi, à Boca Chica, on a pu rencontrer, il y a une sorte de fan club local qui s'est créé de gens qui sont venus habiter à côté de la Starbase, parce qu'ils pensent en gros que c'est de là que l'humanité va renaître et que donc il faut être à côté pour pouvoir bénéficier un peu économiquement, mais il y a juste des gens qui disent c'est la dernière étape avant Mars, donc il faut que j'en sois, quoi. Enfin, on revient au côté messianique. Enfin, il y a vraiment des gens qui pensent que c'est pas juste un entrepreneur de génie, que c'est quasiment un Messi 2.0, quoi. Dans le chat, il y a Roule Taboul qui attend son billet pour aller sur Mars. Écoute, tu embarqueras avec Elon peut-être un jour. Faut peut-être gagner à la loterie avant. Faut peut-être gagner à la loterie avant, effectivement. Il y a Volka qui nous dit il vend du rêve. Il y avait quelqu'un d'autre, le chat ne défile plus, mais qui disait Elon Musk, il est cinglé. Il est cinglé, Elon Musk. Il n'est pas si cinglé que ça, en réalité. Il est spécial. Oui, je ne pense pas qu'il soit... Enfin, on ne l'a pas rencontré pour le livre, parce qu'il ne rencontre plus personne. Il a rencontré son papa, il me semble. Oui, on a rencontré son père, on a rencontré sa mère, effectivement, mais lui n'a pas voulu, il répond plus aux journalistes, en tout cas à de quelques rares journalistes, mais on a eu pas mal de gens qui ont travaillé avec lui de manière assez proche. Il n'est pas cinglé au sens dingue qu'il ferait n'importe quoi, sinon il n'aurait pas été
capable de révolutionner l'industrie automobile, l'industrie du spatial et peut-être demain la robotique, vu qu'il veut vendre des robots à tout faire à 20 000 euros dans les toutes prochaines années. Ce qui est sûr, c'est que lui, il a lui-même dit qu'il était autiste Asperger, donc il a un rapport à l'autre qui est très particulier. Alors je ne vais pas rentrer dans... Globalement, c'est un manque, une impossibilité, c'est même pas un manque d'empathie, c'est une impossibilité d'empathie avec l'autre. Donc s'il vous voit, je caricature un peu, mais s'il voit quelqu'un pleurer, là où ça va vous faire quelque chose et vous allez ressentir un petit peu la douleur ou en tout cas la peine, lui, ça rentre pas en ligne. Donc c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement dur, qu'il peut humilier les gens. Donc je dirais pas qu'il est cinglé, il est juste extrêmement particulier. Il est capable de bosser 22 heures d'affilée, de dormir 2 heures et de refaire ça pendant des jours et des jours. Et ça a fait il s'est mis, il a dit lui-même d'ailleurs, quasiment en burn-out à un moment où Tesla était un peu tangent parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir le modèle 3. Il est très particulier, ça c'est sûr. Dans le chat, il y a Pécan qui dit on peut parler de la terraformation et des difficultés tactiques. Je ne sais pas pour ma part ce qu'est la terraformation. On peut parler de la terraformation, je vais essayer de faire court. C'est l'idée de transformer une planète, mettons Mars, qui est la plus proche et la plus ressemblante à la Terre, de la transformer par des méthodes artificielles pour la rendre habitable comme la Terre, pour la terraformer, la former à la manière de la Terre. Alors c'est un concept qui a vu le jour dans les années 30, qui a été popularisé beaucoup dans les années 60, 70, 80 par notamment l'astronome américain Carl Sagan, qui imaginait ça pour Vénus initialement, puis pour Mars. C'est un rêve de science-fiction. Après, quand on regarde, par exemple, pour Mars, les caractéristiques de la planète et ce qu'il faudrait faire pour y arriver, on voit rapidement qu'on n'y arrive pas, en fait. Les ressources sur place, pour par exemple avoir une atmosphère dense, comme on voit dans Total Recall, qui arrive en quelques minutes, en faisant fondre de la glace, du CO2 qui serait piégé dans les carbonates ou je ne sais quoi. Quand on fait l'inventaire de tout ce qu'il y a, ça ne suffit pas. Mars, c'est 7%, 6% de la pression atmosphérique de la Terre. On arriverait à gagner quelques pourcents. Donc ça serait parfaitement invivable. Il faudrait un scaphandre quand même. Donc ça voue les colons futurs de Mars à vivre dans des bidons. Et je rappelle à tout le monde qu'on a vécu un épisode qui s'appelait le confinement, où on était quand même chez nous, on n'était pas avec des bidons, on pouvait ouvrir la fenêtre et respirer, entendre les oiseaux, et c'était quand même déjà très dur. Donc je laisse imaginer ce que pourrait être une colonie martienne sans la terraformation, qui est impossible d'un point de vue économique, parce que ça serait un effort auquel l'humanité n'a jamais consenti en ingénierie, en investissement, et un effort voué à l'échec parce que Mars, si elle est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Elle ne peut pas, de manière pérenne, être une planète habitable pour l'être humain. Isabelle, je vous ai vu dubitative. Non, mais après, on peut se dire que le terraforming, peut-être que certaines idées du terraforming pourraient servir à améliorer sur Terre les problèmes de l'eau, les problèmes désertiques, etc. etc. Enfin, c'est toute cette philosophie de l'ingénierie qui doit permettre de rétablir un système habitable. Pour autant, effectivement, la vraie question, c'est le coût que représente ce genre de technologie et leur efficacité. Et vraiment, moi, je jure, mais j'admets volontiers que je ne suis pas très imaginative, mais aller faire ça sur Mars, alors que déjà on a de plus en plus de mal à le faire sur la Terre, ça me... Mais non, on n'a pas de mal à le faire sur la Terre. Accessoirement, on est en train de le faire. Oui, on est en train de marceau-former la Terre. Oui. Parce que... mais ça, c'est dans l'autre sens. C'est parce qu'on essaie de faire. Vous voyez les efforts qu'on fait depuis des décennies pour rendre la planète moins habitable. Ça prend du temps quand même. On ne le fait pas exprès. Mais quand même, les efforts sont conséquents et nourris, et ça prend du temps. Et la maîtrise même du résultat n'est pas garantie en plus. Donc il suffit pas aussi, c'est pour nous. Il suffit pas de dire la Terre se transformer en planète morte. Mais... Non, mais voilà, il suffirait pas de dire la solution est simple, comme a pu le dire Elon Musk. On va balancer des bombes atomiques au pôle de Mars, ça fera fondre les calottes polaires et ça fera une atmosphère vivable
vivable. D'abord, une drôle d'idée que de vouloir rendre habitable une planète en l'irradiant avec des radiations atomiques. Il y a déjà plein de radiations pendant le voyage. Vous êtes Oui, blindés quand vous arrivez. Il y a la Gogoune dans le chat qui demande, c'est rigolo, pouvez-vous demander à votre experte en politique spatiale, vous êtes mon experte en politique spatiale, Isabelle, il me semble. La question s'adresse en réalité à tous les trois. Quand est-ce qu'on peut imaginer voir arriver un syndrome de Kessler au rythme actuel de développement des constellations satellites? Alors, il faut que vous expliquiez ce qu'est le syndrome de Kessler. L'experte Donc l'experte en politique spatiale, c'est vous. En réalité, déjà, le syndrome de Kessler, c'est vraiment un calcul statistique au départ, fait par Kessler, dans lequel il calcule à partir de finalement combien de débris on a des chances des pourcentages de risque que les débris se choquent entre eux et produisent encore plus de débris qui produiront encore plus de débris. Et donc là, on fait des jolies courbes et on voit un résultat catastrophique. Alors, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des débris dans l'espace et surtout pas les gens qui l'utilisent. Donc Elon Musk, il est le premier prudent et soucieux de préserver les orbites dans lesquelles il envisage de mettre 40 000 satellites, voire plus si affinité. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'une part d'essayer de limiter le nombre de débris quand on fait des lancements. Et ça, les agences spatiales, elles s'occupent de ça depuis, je dirais, plus de 10 ans. Et puis, d'un autre côté, aujourd'hui, on considère qu'un satellite qui arrive en fin de vie, il faut lui donner les capacités d'être déorbité, c'est-à-dire effectivement modifier sa trajectoire pour qu'il replonge le plus rapidement possible dans l'atmosphère où il y a un effet pyrolyse et où donc il est débarrassé. Mais c'est vrai que le nombre de débris actuellement augmente alors qu'il était resté longtemps à peu près stable entre l'effet des satellites et des débris généraux qui brûlent dans l'atmosphère et les nouveaux qu'on produisait. Bon, là, effectivement, on a un changement de rythme, mais c'est un sujet sur lequel personne ne s'entend exactement aujourd'hui pour savoir comment on va aller les ramasser, les débris, à la fois pour des raisons politiques, à qui appartient le débris, qu'est-ce que je décide d'être un débris, comment je me fais rembourser le coût de la mission. Donc il y a tous ces éléments-là, mais c'est quand même un sujet sur lequel je pense que tout le monde est de plus en plus conscient. Personne ne le prend à la légère. Il y a des entreprises d'ailleurs, quelques entreprises privées, une entreprise suisse notamment, qui imagine une sorte de vaisseau poubelle qui irait, poubelle de l'espace. Voilà, c'est ça, qui irait chercher un peu, mais effectivement, après c'est qui finance. Oui, déjà, il faut y arriver, qui finance. Et... Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est les États-Unis, évidemment? Est-ce que c'est la Chine? Dans ces cas-là, personne. Puis qu'est-ce qu'on décide d'être un débris? Vous avez un gros satellite qui fonctionne, ou qui fonctionne plus, vous décidez que c'est un débris, vous décidez que c'est pas un débris, il a un propriétaire, c'est compliqué. Il y a des questions connexes dans le chat. Il y a Pécan qui dit, salut Pécan, qui dit alors comment les décideurs peuvent donner du crédit à Musk, est-ce qu'ils écoutent ou non les scientifiques? Et il y a God qui dit, est-ce que vous ne trouvez pas inquiétant qu'une entreprise privée ait autant de poids dans la course vers l'espace? Et quand il y a Pécan qui dit, ils n'écoutent pas les scientifiques, des scientifiques, il me semble qu'il y en a pas mal à la NASA qui est très proche de SpaceX. Je pense qu'on doit donner du crédit. Ça devient tolérable. Non, mais je pense qu'on doit donner du crédit à Elon Musk. On n'est pas en train de dire le contraire. On est dubitatif sur sa mission ultime qui est 100 personnes sur Mars. Bon, là, effectivement, les scientifiques, il n'y en a pas un qui va soutenir. Bon, Mars Society a des ingénieurs à l'intérieur. Ils sont convaincus que ça peut se faire. Mais enfin, je dirais que là aussi, c'est beaucoup raconter une histoire. Elon Musk, là où il est vraiment crédible, je dirais, c'est en tant qu'ingénieur. Et ses fusées Falcon, elles fonctionnent. Et donc ces moteurs Raptor, ils fonctionnent, et là, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas non plus imaginer que la NASA, elle est en concurrence avec SpaceX. La NASA, depuis 2015, elle répond aux injonctions du pouvoir politique, et là, c'était Obama, qui a demandé à la NASA de considérer que les entreprises privées devaient devenir sous-traitantes. Enfin, plus exactement, que la NASA devait commander aux entreprises privées un certain nombre de produits, et les entreprises privées étaient responsables de ce qu'elles faisaient. Elles assuraient le service. Et ça, c'est une vraie révolution. Donc ça va poser des problèmes, par exemple, entre le SLS, qui est le gros lanceur lourd de la NASA pour aller faire les missions lunaires, et effectivement, quand il marchera le Starship. Mais d'un autre côté, il y a aussi d'autres entreprises, les fusées classiques qui ne sont pas celles d'Elon Musk, elles continuent à exister aux États-Unis et ils sont en pleine compétition pour garder des contrats. Donc oui, Elon Musk, c'est quelqu'un de sérieux sur le plan tout à fait des lanceurs et des constellations. Oui, et puis c'est même aujourd'hui, SpaceX, il faut rappeler que c'est le premier lanceur et de très très loin devant Ariane. Il n'y a plus de match quasiment. En 15 ans,
Ils ont pris, je n'ai pas les chiffres en tête, mais enfin, ils sont très très loin derrière. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, la question ne se pose plus. L'Europe a plus de lanceurs aujourd'hui, puisque l'Ariane 6 n'est pas encore là. Donc la question, c'est plus de le prendre au sérieux. La question, c'est plutôt est-ce qu'il y aura encore une place demain pour Ariane. C'est ça la question. Alors c'est une question que je voulais plus vous poser à la fin du stream, mais on peut la poser maintenant. Quelle est la place d'Ariane justement actuellement on n'entend plus trop parler. Effectivement, on n'entend plus parler parce qu'on n'a plus de lanceurs pour l'instant. Effectivement, Ariane 6, les derniers lanceurs Ariane 5 ont été lancés. Ariane 6 arrivera, je crois, c'est l'année prochaine. Donc là aujourd'hui, on n'a plus de lanceurs. L'Europe n'a plus de lanceurs. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, moi j'ai des considérations techniques, après je m'y connais moins, mais ce qui est certain, c'est que si le Starship arrive à voler, moi je pense qu'à tôt ou tard il y arrivera, il y a de fortes chances que Ariane 6 arrive en étant déjà démonétisé, c'est-à-dire que Elon Musk dit que ça pourrait être 5 fois moins cher le lancement du prix au kilo, parce que c'est comme ça que ça se calcule. Alors je sais, c'est pas si simple que ça, mais il y a un petit risque en tout cas. C'est même pas avec le Starship qu'il y a le problème, c'est avec la Falcon 9 et la Falcon Heavy en fait, qui vole moins souvent. Mais Musk, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un marché qui n'existe pas en Europe, qui est le marché institutionnel, c'est-à-dire, en gros, pour faire simple, l'armée américaine, qui lance énormément de satellites. On n'a pas ça en Europe. Donc, si vous voulez, quand Ariane arrive avec ses lanceurs, il n'y a pas un gros client qui s'appelle l'armée qui lui dit « Moi, je prends 60 lancements dans l'année pour balancer les satellites espions ou autre chose. » Alors qu'aux États-Unis, ce marché-là existe. Et Elon Musk s'est taillé la part du lion là-dedans parce que c'était d'autres concurrents qui étaient là. Il a voulu y arriver, il y avait une situation de quasi-monopole, il leur a fait un procès, c'était pas pour rien, c'était pour avoir le droit à la concurrence. Et avec ces lancements que l'armée paye rubis sur l'ongle assez cher, il en profite pour, après, vendre ses lancements à d'autres utilisateurs, météo, télécommunications, etc., à des privés, beaucoup moins chers. Alors, la réutilisation entre en compte dans la baisse du coût, la manière de produire les fusées aussi, parce qu'il a fait un peu des fusées comme on fait des voitures, ces usines, alors que nous, c'était plutôt un atelier, jusque-là, Ariane 5. Et donc, tout ça fait qu'il propose des lancements à prix vraiment cassé par rapport à Ariane, qui, il faut bien le dire, était un énorme succès à l'époque où les États-Unis marnaient avec la navette. Voilà. Après, oui, la question, c'est qu'Elon Musk qui fait quelque chose qui, là encore, pourrait faire penser aux Russes, même si les considérations économiques ne sont pas du tout les mêmes. Mais il fait des satellites qui sont adaptés à ses lanceurs. Il n'y a qu'à voir l'évolution de sa constellation Starlink. Quand il avait un lanceur petit, ses satellites pesaient 250 kg. Et puis, Falcon Heavy, ses satellites pèsent 460. Et puis maintenant, on est parti sur du 700 et du 800 kg. Donc, il lance lui-même les milliers de satellites qui lui permettent de rentabiliser son lanceur. Et c'est ça qui est à la fois très osé et très fort. Parce que si ça marche, effectivement, il devient la principale entité à lancer, la principale entité à utiliser, la principale entité à vendre. Voilà. Et il est son propre client. Alors, si le système bug à un moment, ça va devenir compliqué. Mais tant que le système tourne, il s'auto-alimente. Et je pense que sur Ariane 6, la question, c'est pas tellement le côté commercial. En France en particulier, mais en Europe en général, on a dit Ariane 5, c'est génial, elle a capté plus de 50% du marché commercial. Mais le marché commercial, c'est pas le marché gouvernemental. Et le nombre de satellites qui sont sur ce marché, il est relativement réduit. Donc aujourd'hui, Ariane 6, c'est un outil de souveraineté. Parce que finalement, quand vous voulez lancer vos satellites et que vous voulez là aussi éventuellement faire des missions qui vous appartiennent et faire de la technologie et de l'innovation et de la recherche et de développement, vous le faites avec votre lanceur. Si vous regardez les Japonais avec le H3, ils ont des difficultés aussi. Mais ils ont des difficultés parce qu'on ne met pas des énormes budgets, parce que derrière, on n'a pas des plans d'utilisation et on n'a pas des frais financement au même niveau. Et l'ambition d'Ariane 6, c'est pas de concurrencer SpaceX, sauf si on se mettait à fabriquer aussi des constellations. Alors on a bien Iris Square qui est plus ou moins du côté de l'Union européenne, mais de toute façon, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. L'écosystème américain, il est particulier. C'est vraiment totalement incroyable. Alors les Chinois, ils n'envisagent pas du tout de se faire ce que font les Américains, et les Chinois envisagent d'être une très grande puissance spatiale. Donc là, il ne faut pas se tromper non plus d'histoire. C'est une histoire différente qui se passe aux États-Unis.
Néanmoins, il y a quand même énormément de marge d'amélioration parce que le système européen, avec notamment la règle du juste retour qui fait que chaque pays qui a financé en gros une partie du programme doit pouvoir avoir l'équivalent en termes industriels, emploi, etc., fait que de fait, là où on a en gros quelqu'un qui fait les fusées dans un seul et même hangar, je caricature un peu, nous c'est éclaté sur une dizaine de pays avec des coûts qui sont bien plus élevés, autant de problèmes potentiels. Et on pourrait, et puis l'idée des vols commerciaux, effectivement, c'est pas les mêmes marchés, mais l'idée c'est quand même aussi d'avoir un certain nombre de vols commerciaux qui permettent d'amortir un peu les coûts de développement. Donc il y a quand même tout ça. Enfin, si à un moment on n'a plus de part suffisante sur les vols commerciaux, ça remet encore plus en cause le coût de développement, sachant que on compte à un moment où il y a aussi la transition climatique à opérer au niveau européen. Enfin, ça pose un certain nombre de questions. Enfin, ils se sont un peu écharpés, d'ailleurs beaucoup même. Il y a encore quelques semaines entre la France et l'Allemagne sur le sujet, quoi. Et donc ça pose quand même un certain nombre de questions, effectivement, sur est-ce qu'on aura toujours cette souveraineté, quoi. De toute façon, il est clair que Musk, avec ses fusées, la manière de les produire, a bouleversé le jeu quand même. Son histoire d'étage réutilisable, tout le monde regarde de ce côté-là. La Chine le fait, l'Europe le fait avec retard, mais on va là-dessus parce que il a innové, en fait. Il a innové, c'est clair. Et donc, son idée de se dire, chaque fois qu'on lance une fusée, on la jette, il prenait l'exemple de l'aviation civile. Si chaque fois qu'on faisait un vol transatlantique en 747, on jetait l'avion, ça ne serait pas rentable. Donc, il a cheminé sur cette voie avec, techniquement, un résultat qui marche. Il y a un booster de Falcon 9 qui a volé 18 fois. Et pour l'anecdote, on a rencontré un ancien très haut gradé entre guillemets du CNES qui nous a expliqué, mais qu'en fait la technologie réutilisable était connue en Europe. C'est pas lui c'est pas Elon Musk qui l'a inventé, simplement au CNES notamment. On s'est dit non, ça marchera pas, parce qu'elle va être trop dégradée, ça va coûter trop cher de la remettre en état. Et il nous a dit, le problème, c'est qu'en fait, on n'a jamais fait aucune étude sur le sujet pour s'assurer qu'effectivement, ça ne serait pas possible. Mais on ne prévoyait pas de lancer 40 000 satellites non plus. Donc c'est ça. Parce que le réutilisable fonctionne. Il marche. Et même un des arguments de réutilisable, c'est dire on aurait tellement de lanceurs à produire que du coup, ça va nous éviter de devoir en produire et d'avoir des chaînes de production trop longues. Donc là, il faut quand même aussi admettre, budget spatial des États-Unis, on est à 60 milliards de dollars. Budget spatial européen, absolument tout confondu, y compris les budgets nationaux, on est peut-être à 13 ou 14 milliards de dollars. Ça fait 60 ans que ça dure, cet écart, donc il ne faut quand même pas non plus s'étonner si à la fin les États-Unis arrivent à faire des choses qu'on ne fait pas. Il y a Karine qui nous a rejoint, il y a Vénérable DJ qui nous a rejoint. Philippe, il me semble que vous deviez nous quitter à 18h50 ou vous restez avec nous encore 10 minutes Non, je vais rester encore une minute ou deux et puis voilà. Vous restez 5 minutes ou pas? 5 minutes. On reste 5 minutes et comme ça on part tous ensemble, ça vous va? Ça marche. Très bien. L'espace semblait un peu être passé au second plan il y a 10 ans, là ça revient. C'est un effet de médias, c'est un mauvais prisme, il y a une nouvelle vigueur dans l'aventure spatiale. Pourquoi ? C'est vous qui posez la question? C'est moi qui pose la question. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a des nouveautés, c'est-à-dire cette idée justement qu'on va peut-être avoir une activité dans l'espace. Et bon, la Lune, c'est en soi un sujet qui va faire rêver. On peut en parler en tant qu'Artemis, mais déjà l'idée, et on le fait aussi en Europe, NIX, l'Exploration Company, c'est aussi un projet européen de dire on va avoir des systèmes qui vont rester en orbite et qui vont servir à ravitailler, qui vont servir à faire des missions et à permettre aux satellites de durer plus longtemps, etc. On est vraiment en train d'ouvrir une nouvelle marche. Donc il y a ça je pense que c'est très important. Après, on voit là Modi qui agite son drapeau, il y a des nouvelles puissances spatiales qui commencent à faire des choses qui sont vraiment intéressantes. Vous parlez de qui? Des Émirats Arabes Unis, je parle par exemple des Indiens qui ont posé leur sonde au pôle sud de la Lune. Bon, l'Inde, c'est un petit budget, c'est 2 milliards. Je rappelle, 60, 13, 2, et ils arrivent à poser, et c'est extraordinaire. On a les Chinois qui sont posés sur la face cachée de la Lune, qui ont un rover sur Mars, et il n'y a que les États-Unis et la Chine qui a été capable jusqu'à maintenant de faire fonctionner quelque chose sur Mars. Donc tout ça, ça fait de la nouveauté. Et puis, il y a effectivement, je pense, les médias qui ont rebondi et se sont saisis du sujet, ce qui, il y a 7 ou 8 ans, se faisait beaucoup moins, mais peut-être parce qu'il y avait aussi moins de fascination et moins de défis d'ingénierie qu'il y en a avec aujourd'hui des nouveaux systèmes. Ouais. Je crois que moi, Elon Musk a aussi participé en vendant du rêve, justement, en disant on va aller sur Mars, etc.
Il a bien marketé ça. Effectivement, c'est un produit de la Silicon Valley, hein, Elon Musk. Donc, il sait très bien marketer des projets, même s'il est toujours en retard. Il vend du rêve. Le personnage incarne quelque chose aussi d'une réussite à l'américaine. Voilà, il vient d'Afrique du Sud. Il s'est entre guillemets un peu fait tout seul. Donc, il y a aussi le storytelling à l'américaine qui fait que tout d'un coup, ce qu'on trouvait extrêmement ennuyeux devient vend un peu du rêve. Moi, je suis étonné depuis, je l'ai remarqué depuis quelques mois, mais par exemple, la NASA a une ligne de produits de vêtements qui est très en vogue chez les jeunes, mais même en France. Enfin, on voit régulièrement. Alors, NASA. Voilà, NASA. Je pense pas qu'on verra demain quelque chose avec le sur un CNES, t-shirt. malheureusement. ESA. ESA. Donc, ça dit quelque chose quand même, quoi. J'ai une dernière question avant que je vous libère, et c'est Birbelote qui la pose. La question est intéressante. Toutes vos questions sont intéressantes, mais particulièrement celle-là, il me semble, notamment pour clore la séquence. C'est est-ce qu'il y a un avenir pour l'espace international avec une coopération, ou est-ce qu'on s'avance que vers des conflits nationalistes dans l'espace ? Il y a toujours un avenir pour la coopération dans l'espace, parce que l'espace est dur. Comme disait je ne sais plus qui, space is hard. Et donc, même quand vous êtes en compétition, il y a une forme d'entente et d'entraide. C'était le cas, si vous regardez bien, pendant la guerre froide, quand les États-Unis et les Russes se tiraient la bourre pour aller sur la Lune. Il y avait, si vous voulez, une compétition, mais il y avait une sorte de fair play qui fait que, comme on est dans l'espace, on pouvait s'entraider en cas de problème. Et je pense que on va revivre ça si d'aventure les Américains s'approchent du pôle sud de la Lune et les Chinois aussi. Ça va pas être deux bunkers avec des canons dressés les uns vers les autres. Et puis on va pas jouer les bisounours, mais en fait quand même, l'espace c'est aussi de la recherche scientifique. Et la coopération scientifique internationale, elle a même un organisme qui s'appelle le COSPAR, qui existe et qui a été les premiers à immatriculer les satellites. Et quand vous faites des grandes missions aujourd'hui, les exoplanètes, la recherche des exoplanètes, la compréhension de l'univers et même le changement climatique et l'analyse par les satellites de l'évolution du changement climatique, bien évidemment, vous faites ça en coopération. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est marquant, c'est que quand on est dans l'espace, parce qu'on regarde quand même, c'est aussi la Terre, même si on envisage d'aller vers Mars. Et donc, à ce niveau-là, on ne peut pas non plus se contenter de dire qu'il n'y a que de la compétition. La compétition, elle fait beaucoup plus parler. La coopération, elle se vend moins bien, mais je pense quand même au niveau du rêve, hein, quand on voit le nombre de gens qui cherchent les exoplanètes et qui se mettent en réseau, etc., et le goût pour l'astronomie qui revient, moi je pense que non, il y a heureusement, et puis bon, les missions martiennes, elles seront en international un peu inévitablement, donc non, il faut y croire là, au contraire. Emmanuel, le mot de la fin. Oui, non, mais je suis d'accord, effectivement. D'ailleurs, on voit que toutes les missions, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est toujours, effectivement, multi-pays. C'est toujours des scientifiques de tous les pays, même des Russes avec des Américains. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai pour les Chinois. À cause des Américains. Voilà, effectivement, parce que les Américains les ont totalement exclus des programmes, mais il n'y a pas un seul programme qui, à ma connaissance, en tout cas, qui soit fait par un unique pays. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, aussi génial soit-on, il y a un besoin de coopération. Et pour le coup, si on veut juste être un tout petit peu optimiste, mais que ce soit le CNES ou que ce soit l'ESA, on est très bon pour la coopération. Parce que justement, on est peut-être moins bon pour la souveraineté, mais franchement, je pense que là-dessus, si on peut s'accorder, il y a quand même des moments un peu difficiles, on les a vus à Séville, mais il y a quand même aussi parfois des jolies lueurs d'espoir, et là, je crois que la coopération, on est bien placé. Ça nous fait un excellent mot de la fin, sur une note optimiste. C'est la fin de ce stream. Merci d'avoir suivi, merci à nos trois invités, merci à tous les trois. Revenez quand vous voulez, bien sûr. Merci. Je pense que les viewers ont passé un moment chouette. Moi, j'ai passé un chouette moment en tout cas. Merci aussi à Aladine et à Cyril qui sont derrière moi à la régie, à Stéphanie au visuel, au 4e étage. Merci à Mathis à la programmation. Mathis, le prochain rendez-vous, c'est quand ? Salut Mathis. Oui, donc du coup, on ne se retrouve pas lundi parce qu'on aura la semaine prochaine 2 émissions, le mardi et le mercredi. Ce sera 2 longs streams de midi à 14h le mardi et le mercredi. Mardi, on parlera de la loi sur l'immigration. Et mercredi, on fera une délocalisation de notre studio dans la maison de la radio à l'occasion de Médias en scène. Donc on parlera de l'avenir des médias et des relations qu'entretiennent les jeunes avec les médias. Donc c'est mardi prochain, là pour l'instant, midi 14h sur l'immigration.
Reste avec nous Mathis, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire, oui. Mathis, donc joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je crois que tu souffles aujourd'hui quelques bougies. Mathis qui nous ravit chaque jour de son sourire, de son commerce agréable, de ses en vrai lapidaires, de sa patience, de son professionnalisme à toute épreuve. Mathis qui supporte les changements d'invités, mais très mauvaises idées. Mathis qui nous ravit par ailleurs de ses bananes et de sa consommation frénétique de biscuits à la figue. Bon anniversaire, cher Mathis, c'est un plaisir, une chance de travailler avec toi. Je vous souhaite à toutes et tous d'avoir un Mathis dans votre équipe. Tu vas faire quoi ce soir, Mathis ? Je vais rejoindre mes amis près d'Austerlitz. Bon, allez, file. Merci Mathis, joyeux anniversaire. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Le stream est aussi sur YouTube et en podcast sur la plateforme de Radio France. Vous pouvez poursuivre la discussion sur Discord. Les modos vont mettre le lien pour l'heure et pour le reste. Rendez-vous donc mardi de midi à 14h, pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et à mardi donc, salut.